Salut les amis, on est de retour. Dans la précédente vidéo que vous allez trouver dans la description, on a abordé la taxonomie numérique. Dans la présente vidéo, on adoptera la même stratégie en expliquant ce que c'est que la taxonomie génétique, sur quoi elle est basée et en détaillant les techniques souvent utilisées. Donc le progrès de la génétique et de la bioinformatique ont permis également de faire progresser la taxonomie et ont permis de comparer les bactéries entre elles d'une manière plus rigoureuse. La classification est obtenue par la comparaison molécules d'ADN des différentes souches bactériennes. Cette comparaison est basée sur le degré de ressemblance entre les génomes, qu'elle soit par la comparaison de la teneur en base nucléique ou par hybridation ADN-ADN, ou également par le séquençage nucléotidique. En ce qui concerne la teneur en base nucléique, on se base soit sur le pourcentage adénine-thymine, soit sur le pourcentage guanine-cytosine. Mais le plus adopté, c'est le pourcentage de GC ou ce qu'on appelle le coefficient de Chargaff. Ce coefficient est défini comme la proportion de base d'une séquence étant soit une cytosine, soit une guanine. Ainsi, le coefficient de Chargaff exprime aussi le pourcentage de liaison GC dans la molécule d'ADN. Ce coefficient peut être calculé soit en se basant sur la concentration molaire des 4 bases azotées, soit en se basant sur la température de fusion ou de transition, grâce au caractère hypochrome de l'ADN bicaténaire. Le caractère hyperchrome est défini par l'augmentation de l'absorbance de l'ADN dans l'ultraviolet lorsqu'ils subissent une dénaturation, c'est-à-dire une perte de leur structure secondaire. En effet, l'ADN bicaténaire absorbe faiblement à 260 nanomètres et c'est l'effet hypochrome, car les bases se font face dans la double hélice. La rupture des liaisons hydrogènes entre les bases, par action d'un agent dénaturant, la chaleur par exemple, entraîne la séparation des deux brins. C'est le phénomène de la dénaturation et entraîne aussi une forte augmentation de l'absorbance à 260 nanomètres. C'est l'effet hyperchrome. Lorsque l'agent dénaturant est la chaleur, la température permettant la dénaturation de la moitié de la molécule d'ADN est appelée la température de fusion. Et c'est elle qui sert à calculer le pourcentage de GC. Cette température de fusion est d'autant plus élevée que le pourcentage de GC est élevé, car il y a 3 liaisons hydrogènes entre G et C contre seulement 2 liaisons hydrogènes entre A et T. Donc, les forces de cohésion des deux brins sont d'autant plus importantes que les paires GC sont fréquentes. Et pour continuer l'expérience, un excès de chauffage va permettre une dénaturation totale de la molécule d'ADN et par conséquent un effet hyperchrome maximal. Notez bien que le pourcentage GC ne peut être qu'un critère d'exclusion. Il permet seulement d'affirmer que les deux individus sont éloignés du point de vue génétique. Il permet d'affirmer que les deux souches n'appartiennent pas au même genre. Par exemple, l'espèce Staphylococcus aureus dont le pourcentage de GC est d'environ 30%, tandis que pour le genre Micrococcus, il est compris entre 62 et 70%. Il est donc inconcevable que les Staphylococcus appartiennent à la famille Micrococcaceae. La deuxième technique, qui est l'hybridation ADN-ADN, est l'une des techniques rigoureuses prouvant le progrès de la génétique. Elle permet de comparer la totalité du génome des souches bactériennes par la mesure du degré d'homologie des deux ADN. Ce dernier est le pourcentage de séquences complémentaires par rapport aux séquences totales. Voilà un exemple d'une hybridation ADN-ADN où l'ADN chromosomique de chaque souche est extrait, purifié et fragmenté avant d'être dénaturé à l'aide d'un agent dénaturant qui est le plus souvent le chauffage. Puis, on refroidit le mélange où l'un des deux ADN est marqué radioactivement
afin d'avoir le phénomène de rénaturation. Après le refroidissement, on assiste soit au réappareillement des brins d'ADN de la même espèce, soit à la formation d'un ADN hybride où un brin d'ADN d'une espèce se réassocie au brin complémentaire de l'ADN de l'autre espèce et on obtient un hétéroduplex. Donc plus aisée sera la formation d'hétéroduplex, plus les deux espèces sont génétiquement proches. Donc pour conclure, l'hybridation ADN-ADN est une technique prometteuse qui a d'autres applications autres que celle de détermination du lien de parenté entre les espèces. On peut la résumer en 3 étapes principales, en commençant par l'extraction et la purification d'ADN et en passant par la fragmentation d'ADN et le marquage radioactif des fragments issus, en arrivant à l'étape finale qui est la dénaturation et la renaturation des fragments d'ADN et qui sert à la formation d'hétéroduplex. Ces derniers renseignent à propos du degré d'homologie en se basant sur l'équation suivante. La 3e technique est le séquençage nucléotidique. Elle consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides pour un fragment d'ADN donné. La séquence d'ADN contient l'information génétique nécessaire aux êtres vivants pour survivre et se reproduire. Donc, déterminer cette séquence est utile aussi bien pour les recherches visant à savoir comment vivent les organismes que pour des sujets appliqués. En biologie, elle est devenue un outil important pour la classification des espèces. Elle est utilisée également en médecine pour identifier, diagnostiquer et potentiellement trouver des traitements à des maladies génétiques. Parmi les méthodes fréquemment utilisées, c'est la méthode de Sanger. Elle consiste à la polymérisation de l'ADN à l'aide d'une amorce complémentaire à une partie du fragment d'ADN servant de matrice, d'une ADN polymérase, des 4 DNTP et de l'un des 4 ddNTP à une faible concentration. Les didésoxynucléotides ou bien les formes d'idiosie agissent comme des terminateurs de chaîne, donc leur incorporation dans le brin néosynthétisé aboutit à l'arrêt de l'élongation. Ils sont marqués soit par radioactivité, soit par fluorescence. La polymérisation se fait toujours de 5'-phosphate vers 3'-OH. Donc, une extrémité 3'-OH libre est primordiale pour la polymérisation du brin complémentaire lors du séquençage. Alors, l'absence de cette extrémité fait que, après incorporation d'une forme didésoxy, l'élongation s'arrête, contrairement au DNTP où une extrémité 3'OH libre est présente. Le protocole du séquençage selon la méthode de Sanger est décrit comme suit. 4 incubations dans 4 tubes contenant de l'ADN à séquencer, l'amorce, l'enzyme ADN polymérase et les 4 DNTP. La différence entre ces tubes, c'est que dans chacun, on ajoute un ddNTP en faible concentration. Par exemple, dans la réaction où on a ajouté du ddGTP, la synthèse s'arrête au niveau des G. Le mélange réactionnel contenant à la fois du DGTP et du ddGTP en faible concentration. L'arrêt de l'élongation se fait d'une manière statistique suivant que l'ADN polymérase utilise l'un ou l'autre de ces nucléotides. Il en résulte un mélange de fragments de taille croissante qui se terminent tous au niveau d'un des guanines dans la séquence. Ces fragments sont ensuite dénaturés avant qu'ils subissent une séparation par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Seuls les fragments qui ont incorporé une forme didésoxy vont être visualisés dans le gel à l'aide d'un système de visualisation ultraviolet. Donc pour récapituler, le séquençage de Sanger est devenu une méthode de choix dans la plupart des laboratoires de biologie. C'est un moyen qui part de l'idée que, en copiant l'ADN et en surveillant quels nucléotides seront ajoutés, un par un, on trouve la séquence de nucléotides inconnus. Trying to protect your soul.
Voilà les amis, notre vidéo dédiée à la taxonomie génétique est arrivée à sa fin. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, restez branchés car la suite de cette vidéo sera prochainement publiée où nous allons traiter ensemble des exercices dans le but de mieux comprendre la taxonomie génétique. Allez, bonne chance à tous.